Voilà, on va commencer ce dossier sur toutes les données qui, à une semaine de l'élection, nous permettent de voir un petit peu plus clair sur le gagnant potentiel de cette élection. On va jeter un nouvel œil à nouveau sur cette carte qui, d'après moi, doit être dépassée hein, depuis une heure. J'imagine on doit approcher les 51, voire les 52 millions d'électeurs. Ce qui est amusant, c'est pour vous dire, voilà, je me rappelle la première fois qu'on a publié cette carte, on commençait à faire du early vote, donc du vote par anticipation. Ben, aujourd'hui, par exemple, en Pennsylvanie, Thomas, figure-toi qu'en Pennsylvanie, c'est la dernière journée du early vote. C'est la dernière journée où en personne, vous pouvez aller voter par anticipation. Donc, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Et donc, ces chiffres, tout à l'heure, j'ai pas eu le temps parce que j'avais du boulot, mais j'ai failli faire un tweet en disant qu'à titre personnel, je languissais tellement qu'on sorte de cette période de early vote pour arrêter de voir passer dans ma timeline en français et en anglais des interprétations absolument folles de ces chiffres-là. Hier, je vous ai montré par exemple sur la Pennsylvanie où on voyait que certes, Kamala Harris était en avance, mais que surtout, il y a eu peu de personnes, en tout cas pas de manière suffisante, qui ont voté au niveau du early vote et qu'on tirait des conclusions alors que je crois il faudra, le gagnant a besoin de 3 millions et demi, peut-être 4 millions de voix, et qu'en bout de course, le early vote représentait 1,5. Donc c'était difficile là, lorsque vous avez des comptes, je parle principalement évidemment de comptes américains ici, qui vous expliquent, c'est bon, les démocrates ont gagné la Pennsylvanie, c'est bon, les républicains ont gagné la Pennsylvanie, c'est beaucoup trop tôt pour prendre ce genre d'informations. De conclusions. Par contre, il y a des informations qui sont intéressantes. Aujourd'hui, je vais vous en parler de deux. Vous le savez, on surveille ce qui est le genre, mais avant ça, on va parler d'âge parce qu'on est en train de voir qu'il se passe quelque chose d'important et vous verrez les éléments que je suis en train de vous citer. Vous allez avoir tout à l'heure, on va regarder une vidéo ensemble où ces éléments vont être mis en avant par la campagne de Kamala Harris. On voit que, on va aller sur l'âge, Thomas, avant de faire le genre, s'il te plaît. Donc, alors peut-être je me suis trompé deux fois. Non, voilà. Donc c'est âge. On regarde l'âge et on voit, ça commence à être intéressant alors que les premiers jours, il y avait une dominance, ils sont toujours en tête, mais une dominance très large des personnes au-dessus de 65 ans. Donc ça, c'est les données disponibles dans 2, 4, 6, 8, 9 États, dans plusieurs États clés. Les plus de 65 ans, qui est un électorat normalement favorable à Donald Trump, c'était eux qui allaient voter principalement les premiers jours. C'est pour ça que je vous disais, ne tirez pas trop de conclusions. Il y avait certains États, je me rappelle en Géorgie, quasiment sur la première semaine, les électeurs entre 18 et 34 ans, ça représentait genre 2%. Donc voilà. Et ce qu'on voit arriver et ce qui va augmenter à mesure qu'on se rapproche de l'élection, et c'est le pari de la campagne de Kamala Harris, c'est cette catégorie des 18-25 ans et des 26-40 ans qui est en train augmenter chaque jour. Les 18-25 ans sont passés désormais au-dessus de la barre des 5%. Ça va encore augmenter. Il y a plusieurs universités, je pense ici au Michigan par exemple, où il y a des chiffres de participation record dans les universités où des bureaux de vote ont été installés et les étudiants peuvent voter. J'ai vu des images du côté de Ann Arbor, justement, où étaient hier Kamala Harris et Tim Walz, mais dans toutes les autres universités du Michigan où la participation est colossale. Donc ça, ce sont des bons signes pour la campagne de Kamala Harris. Autre bon signe, évidemment, c'est celle de la différence de genre, parce qu'on estime
que la plupart des femmes vont voter aujourd'hui, en tout cas une majorité de femmes vont voter pour Kamala Harris et pas Donald Trump. Et on voit que c'est l'écart chaque jour se creuse un petit peu plus et que donc le vote des femmes domine le early vote. Si vous étiez là avec nous ce matin, on a montré une pub fantastique, encore une fois, du Lincoln Project à ce sujet-là, des femmes, les femmes qui non seulement peuvent voter pour Kamala Harris, mais même le rappel que les femmes peuvent voter en secret si vous voulez. Personne n'est là pour vous forcer à voter d'un côté ou de l'autre, et votre vote est secret. Donc, on sera curieux de revoir ces chiffres-là à la fin de l'élection. On le dit souvent, c'est peut-être les femmes qui vont sauver la démocratie. Exactement. Et justement, pour aller un petit peu plus loin, on va regarder une interview. Je vous en ai parlé hier, une petite vidéo qui a été publiée. J'ai été assez surpris. C'est un signe de confiance très très forte de la part de la campagne de Kamala Harris de partager ce genre de contenu. Je vous ai parlé d'elle hier, c'est Jean O'Malley Dillon, qui est donc la directrice de la campagne de Kamala Harris, qui est une spécialiste, est une nerd absolue, et c'est dit avec toute l'admiration et le respect qui se cache derrière ce terme-là. C'est vraiment une spécialiste de la data. C'est elle qui était en charge déjà de ce genre d'informations au niveau de la campagne de Joe Biden. C'est elle qui avait identifié il y a très longtemps qu'il y avait la possibilité de transformer la Caroline du Nord en État clé et peut-être de gagner cet État clé. Mais il faut savoir, on a oublié de ça, maintenant on vous dit normalement, ouais, la Caroline du Nord, c'est un État clé. Dans la réalité, il y a un an, il n'y avait pas grand monde qui vous disait que la Caroline du Nord allait être un État clé. Il y avait Jen O'Malley Dillon, il y avait une émission qui s'appelle La Chute d'ailleurs, qui dans son premier baromètre, nous on n'attend pas une semaine, 2 semaines pour vous donner des informations, qui avait publié dans ce premier baromètre, vous avez dit la Caroline du Nord sera un État clé, sera au cœur de cette campagne. Et les démocrates ne sont pas mal placés, on verra ça, pour le remporter. Et ça viendrait changer complètement l'élection américaine. Donc, Jen O'Malley, elle ne regarde pas La Chute, mais l'avait également mise en avant. Et on va l'écouter. C'est extrêmement rare d'avoir le stratège d'une campagne. Vraiment, j'ai été heureux et surpris de trouver ce moment-là qui fait le point justement du early vote et qui nous donne plein d'infos pour les spécialistes, nos fans absolus. Il y a plein de choses qui vont être des confirmations de ce que vous savez, ce qu'on vous raconte ici, émission par émission. Mais c'est encore une fois, j'insiste, extrêmement rare d'avoir la directrice d'une campagne qui vient parler, et c'est un signe extérieur très fort de confiance. On écoute Jen O'Malley Dillon et puis après on va revenir sur quelques-uns des points qu'elle met en avant. À tout de suite. Hey everyone, I'm Jen O'Malley Dillon, chair of the Harris Walls campaign, and I am here today to give you a campaign update. So I'm going to tell you why you don't have to feel anxious and you can feel good, because we have multiple pathways to get to 270 electoral votes. We have 7 states in play. This truly is a margin of error race. Sometimes at this stage of the game, you have to narrow your pathways, so you only have one way to get to 270. We are growing with our support and momentum, and because of that, every single state, the Blue Wall, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, the Sun Belt, Arizona, Nevada, Georgia, and North Carolina, every single one of these states are in play. And in each of these states, every week we see and we monitor our numbers, we monitor the work that's happening, and we're seeing growing enthusiasm, and we're so excited about it. If you're like me... On va poser la vidéo là parce que c'est un point extrêmement important. On va faire ça. C'est un petit peu comme une watch party de cette courte vidéo. On va faire une pause pour justement une pause de la vidéo, pas une pause de l'émission, je vous rassure, pour revenir sur ces points qui sont extrêmement importants. Bon, déjà, vous avez quelqu'un qui vous dit, voilà, vous n'avez pas besoin d'être angoissé.
Il n'y a aucune raison d'être angoissé parce que ça se passe vraiment très bien. Ça se passe vraiment très bien. Nous sommes à un moment, et elle a raison lorsqu'elle dit ça, c'est que très souvent, lorsque les campagnes touchent à leur fin et que donc les candidats sont sur ont établi leurs forces et leurs faiblesses état par état. À partir de là, je vous rappelle qu'il faut 270 grands électeurs. Donc, on parle de pathway. Donc, le pathway, c'est le chemin, c'est la stratégie qui vous permet d'arriver à ces 270. Et très souvent, en fin de campagne, il n'y a plus qu'une seule stratégie. C'est pour ça que sur les derniers jours de la campagne, vous allez voir, par exemple, un candidat aller de multiples fois, le candidat, son vice-président, ses lieutenants, aller de multiples fois dans les mêmes États parce qu'ils ont absolument besoin, c'est leur seule option de gagner la Maison-Blanche, c'est ça. Et donc, elle dit, la première bonne nouvelle, c'est que dans la réalité, on est compétitif dans les 7 États qui sont encore en course, que ce soit évidemment le Blue Wall. Je vous rappelle que si Kamala Harris remporte uniquement le Blue Wall, donc Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie, elle a 270 grands électeurs. Elle est à la Maison-Blanche. Et donc, elle dit, on est compétitif dans le Blue Wall. Les éléments qui nous remontent du terrain, parce que évidemment on surveille tout ce qui est data, données à la minute près, tous les jours, 24 heures sur 24, montre que nous sommes en position de force dans ces états-là. On ne parle pas ici de sondage, on parle vraiment de tas de données qui ne sont pas publiques. Donc on est en position de force, mais il y a également les autres États. J'écoutais ce matin et j'en discutais avec Julien Gester, qui est donc le journaliste de Libé, qui remontait, qui a passé 3 jours en Arizona et qui disait « Ouais, je sais, je vois passer les sondages qui expliquent que Trump a peut-être un avantage, mais il dit entre Julien me disait entre le référendum sur l'avortement et l'organisation sur le terrain, il a fait le tour des États-Unis, donc cette organisation sur le terrain, il a vu de partout, mais il a été complètement étonné de ce qui est en train de se passer en Arizona. Je me suis renseigné ce matin en termes de chiffres sur l'Arizona. Actuellement, il y a 150 000 volontaires qui travaillent pour la campagne de Kamala Harris à aller chercher des électeurs, à aller taper aux portes, en sachant que l'Arizona, il y a une grosse partie de désert, 150 000 personnes qui travaillent à une campagne. Il n'y a pas 150 000 volontaires qui travaillent à la campagne Donald Trump sur l'ensemble des 7 États. Oui, on a toujours dit le ground game, les grassroots. Au début, c'était de la campagne Joe Biden. Il y a eu un énorme avantage du côté des démocrates depuis le début de la campagne. C'est ça qui peut faire souvent gagner une élection. Et donc, on le voit, ces chiffres dans des États clés, ce sont vraiment des chiffres énormes à considérer. Comme tu le dis, l'Arizona, c'est pas un État où il y a énormément de surface à toucher, à part ces grandes villes. Donc, c'est très impressionnant. Voilà, donc on retourne dans la vidéo. Donc, premier élément, la campagne Kamala Harris a plusieurs options pour gagner la Maison-Blanche. Hey everyone, I'm Jen O'Malley Dillon, chair of the News All the Time. And in each of these states, every week we see and we monitor our numbers, we monitor the work that's happening, and we're seeing growing enthusiasm, and we're so excited about it. If you're like me, or maybe my mom, who watches cable news all the time and is asking me questions about what's going on with early vote, you want to know what's going on with early vote. So let me tell you, we feel really good about what we're seeing out there. In fact, in Nevada, in Clark County, over the last 2 days, we have seen higher turnout from young voters than we have at any other point in this cycle.
We are seeing Republicans voting early, but these are Republicans that are going to vote no matter what. So what they're doing is they're changing their mode of voting. They were going to vote on election day, now they're voting early. Our folks are voting, and they're voting at the levels we need them to vote in order for us to win. And in fact, when you get under the hood on those numbers and you look at who our people are that are voting, these are our lower propensity voters. They're folks that don't vote all the time, and they're showing up early. And those are the ones that show the enthusiasm and the growing enthusiasm that we see. And while I'm here to tell you we feel really good with what we're seeing, we still have a lot of work to do, and we need your help to do it. There are... Bon, voilà, donc partie extrêmement intéressante sur le early vote, vraiment partie intéressante où Jen O'Malley-Dillon nous explique que les chiffres qui remontent du early vote, toutes les données qui sont à leur disposition sont extrêmement positives, que oui, il y a des républicains qui sont allés voter, mais ce sont des électeurs qui ont déjà voté. Ce sont des données extrêmement intéressantes que vous pouvez retrouver aux États-Unis, se rendre compte que ce sont des gens qui déjà avaient voté en 2020, déjà avaient voté en 2016, c'est ce qu'on appelle les high propensity, donc ce sont les électeurs qui ont de fortes chances d'aller voter, et donc on considère que ces gens-là auraient voté, que ce soit un early vote ou le jour de l'élection, auraient voté quoi qu'il en soit. Et donc du côté démocrate, ce qu'on est en train de voir, c'est que du côté de leur vote, ce sont justement, ils peuvent compter sur leurs high propensity voters qui vont voter ces prochains jours et qui vont voter le jour de Election Day. Et ces gens-là, les électeurs certains du Parti démocrate ne sont pas encore allés voter, du moins certains oui évidemment, mais celles et ceux qui sont en train de voter aujourd'hui démocrates, ce sont des nouveaux électeurs, ce sont des électeurs qui vont voter pour la première fois. Je vous ai expliqué cette montée des jeunes électeurs et aussi des électeurs qui ne votaient pas ou ne votaient pas régulièrement et qui, entre l'enthousiasme autour de la campagne de Kamala Harris et la menace que représente Donald Trump, sont déjà allés voter. Et ça, pour une campagne, il n'y a rien de plus luxueux que les électeurs les plus difficiles à avoir, les plus difficiles à convaincre, ont déjà voté avant le jour de l'élection, parce que vous savez que vous avez juste besoin après de vous assurer que vos électeurs sûrs aillent voter, et c'est le plus facile. Absolument, et quand elle parle des jeunes à Clark County, ça me fait plaisir parce que c'est nous les jeunes de Clark County. Clark County, c'est où maintenant Media se trouve au Nevada. Les jeunes, c'est sûrement aussi la communauté de l'université UNLV où j'ai fait des études, Cody fait ses études. Donc voilà, un petit clin d'œil à nous aussi. Exactement. Et puis, ce qui est aussi extrêmement intéressant, on va vous partager d'autres chiffres qui sont ceux, justement, vous parlez tout à l'heure de ce vote des femmes. Donc, on va regarder le vote des femmes, justement, au niveau du early vote. Donc, en gros, on considère qu'aujourd'hui, il y a environ 12 millions d'électeurs américains qui ont voté en personne dans les 7 États clés, pas sur la totalité. Quand on regarde la carte qu'on vous présente tous les jours où on a dépassé les 50, c'est l'ensemble des États-Unis. Là, les chiffres que je vais vous donner sont uniquement sur les États clés, d'accord ? Vraiment important de garder ça en tête. Et on se rend compte que si on isole les chiffres sur les États clés, le vote des femmes est important et supérieur encore une fois aux hommes. Il y a 55,3% de ces électeurs-là sont des femmes, donc 44,7% sont des hommes, et que surtout on voit depuis dimanche. Et pourquoi c'est important depuis dimanche ? Parce que si vous vous souvenez, vendredi, Kamala Harris était à Houston justement où Beyoncé est venue parler de l'importance des femmes d'avoir cette liberté de choix. C'était un meeting qui a été vu par 7 millions de personnes sur les réseaux sociaux, plus toutes les chaînes de télévision. Donc c'était un rallye de campagne autour de ce thème des
femmes qui devaient voter du thème de l'après Roe v. Wade. Et on s'est rendu compte que dans le week-end qui a suivi tout ça, résultat, ça a été énorme que dans ces 7 États clés, ce qu'on appelle le gender gap, donc la différence entre hommes et femmes a augmenté de manière extrêmement importante. Et quand on voit État par État, on va garder le Michigan dans quelques secondes parce que on va en parler. On se rend compte qu'en Pennsylvanie, par exemple, les femmes, c'est plus 13. En Géorgie, tout ça, c'est des États clés extrêmement importants. La Géorgie, c'est plus 12. En Caroline du Nord, c'est plus 11. Dans le Wisconsin, c'est plus 8. En Arizona, les femmes commencent à arriver, on est à plus 4. Et dans le Nevada, qui était le seul État qui était négatif, il y a 3 jours, on était de moins 2. On voit qu'énormément de femmes sont allées voter ce week-end. Il y a également un référendum pour inscrire le droit à l'avortement à la Constitution du Nevada. On se rend compte, on est passé à 0, donc une égalité entre hommes et femmes, mais que la tendance, et c'est ce qui va se passer tout au long de cette semaine, la tendance va permettre aux femmes de voter plus. Ouais, c'est très intéressant. C'est, comme tu as dit, on a suivi ce genre de chiffres ces dernières semaines. Plus 0 au Nevada, c'est bien, ça continue à augmenter. Mais quand on parle de ces chiffres dans les autres États du plus 14, 13 je veux dire en Pennsylvanie, plus 12 en Géorgie, 11 en Caroline du Nord, c'est énorme comme chiffre. Il faut pas ignorer ça. Exactement. Et donc, on va parler 2 secondes du Michigan, qui est l'État qu'on ne vous a pas cité, parce qu'on va parler évidemment de sondages. Regardez, pour vous dire, je vais vous donner un exemple concret pour être extrêmement vigilant sur les sondages. Avant de parler du Michigan, on va parler de l'Arizona. Il y a un nouveau sondage qui est sorti juste avant l'émission d'une compagnie qui s'appelle Data Orbital. Donc déjà, comme dirait mon grand-père en Provence, Data Orbital Kezakeu. Donc Data Orbital qui explique que Kari Lake, on vous l'a montré ce matin, est en avance en Arizona. Que elle a 45,2 contre 44,5 à Gallego. La plupart des sondages donnent, du moins tous les autres sondages, à part ceux de Data Orbital, donnent entre 8 et 12 points d'avance à Gallego. Là, c'est le contraire. Et donc, on se dit, tiens, c'est quand même intéressant. C'est qui Data Orbital? Et donc, on est allé voir avant l'émission. Data Orbital est une compagnie qui est installée en Arizona, qui est gérée par une personne qui s'appelle George Calaf. George Calaf, son père, c'est le trésorier de la campagne de Kari Lake. Ah. Et donc, trésorier de la campagne de Kari Lake, et comme par hasard, on est la seule compagnie de sondage qui a un bon score pour Kari Lake. Aujourd'hui, ça? C'est sorti il y a 1 heure avant l'émission. C'est très curieux parce que hier soir, ici, donc ce matin pour vous, quand on a parlé de cette interview de Kari Lake sur CNN, une des questions que Kari Lake n'a pas du tout aimé, c'est quand on lui a dit, les sondages montrent que Trump est en avance légèrement dans l'État de l'Arizona sur Kamala Harris, mais que vous, par contre, vous faites exploser par Ruben Gallego dans tous ces sondages-là. Donc pourquoi est-ce que c'est que les voteurs MAGA, les électeurs MAGA sont prêts à voter pour Trump, mais pas pour vous? Elle n'a pas du tout aimé cette question. Et donc, quelques heures plus tard, il y a le père, attends, mais c'est fou, qui sort en sondage. Non, c'est bon. Et puis le problème, là, on plaisante parce que c'est tellement gros, mais le problème, c'est que tous ces sondages, ils vont tomber dans les agrégateurs façon 538, Nate Silver et surtout RCP, même si 538 et Silver pondèrent certains, c'est pas le cas de RCP, c'est pas le cas de Decision Desk qui donne
plus de poids au sondage par rapport à leur fraîcheur. Donc, Intéressant. donc ça veut dire que si, par exemple, vous regardez les sondages de l'Arizona d'il y a 3 jours, du New York Times, par exemple, qui sont des très très bons sondages, ben, eux vont dire, mais non, ce nouveau sondage, il est plus important parce qu'il est sorti aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce qui fausse. Non, c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est tristement célèbre, mais c'est pas une blague, c'est encore un exemple de ce qu'on vous raconte depuis une dizaine de jours. Et donc vous imaginez quand vous connaissez toute cette bouillabaisse autour des sondages, de voir par exemple que sur l'État du Michigan, ce matin, RCP, donc Real Clear Politics, qui est, je vous le rappelle, financé par le deuxième plus gros argentier de la campagne de Donald Trump. Ouais, je sais, les médias, qu'ils soient au Québec ou les médias en France, continuent de vous citer RCP sans préciser ça. Qu'ils le fassent, ils ne devraient pas le faire, c'est pas un outil à utiliser, mais s'ils le font, ils devraient vous préciser à chaque fois. Ils le font jamais. C'est un petit peu la discussion qu'on avait sur les experts de plateau de CNN et qu'on pourrait pousser d'ailleurs sur les plateaux francophones, quels qu'ils soient, c'est qui est derrière ces experts de plateau. Et donc, on voit que RCP est financé par le deuxième plus gros, un milliardaire américain, le deuxième plus gros soutien financier de Donald Trump. Et donc, on voit que même RCP, malgré cela, malgré le poids donné à toutes ces compagnies bidons, et là vous avez eu l'exemple suprême de la compagnie bidon, on voit que au niveau du Michigan, par exemple, ils sont obligés de dire que les courbes se sont recroisées au niveau, et donc qu'il y a désormais une avance dans le Michigan de 0,3 pour Kamala Harris. C'est RCP, hein. C'est RCP. Évidemment, quand on va comparer avec le Washington Post, qui fait un travail extrêmement intéressant, on n'en parle pas trop. Tout le monde parle de Nate Silver, qui dort beaucoup sur sa réputation. On parle de 538. Mais Washington Post, par exemple, est une de ces... un de ces suiveurs de la campagne américaine qui a décidé de garder dans ses moyennes de sondage uniquement des sondages indépendants et de qualité. Donc c'est vraiment intéressant, et on voit que alors que RCP qui collecte toutes ces sondages pourris fait du 0,3, on voit que du côté du Washington Post, au niveau du Michigan, on est à du plus 2 pour Kamala Harris. C'est pas vraiment la même histoire. Non, et Jean-Marc Léger nous avait parlé du herding, et donc l'effet qu'on va avoir où les sondages commencent à s'approcher tous pour pas avoir tort quand on s'approche du 5 novembre. Mais oui, en effet, si RCP, Real Clear Politics, démontre que Harris est légèrement en avance, c'est pas bon signe pour la campagne de Trump. C'est pas bon signe pour la campagne de Trump. Jean-Marc Léger qui sera avec nous le 4 novembre pour le dernier sondage de la campagne. Il sera avec nous le 5 novembre, il sera avec nous le 6 novembre. Voilà, on a vraiment, c'est un énorme privilège et honneur d'avoir Jean-Marc qui fait partie des soutiens de Maintenant Média, et qui donc viendra nous éclairer de ces lumières à un moment clé. Mais vous voyez, si on regarde les moyennes de sondage du Washington Post, c'est ce que je vous dis depuis longtemps, c'est que on voit que la courbe ne s'est jamais recroisée, et que la campagne en fait est très très stable depuis le mois de septembre, contrairement à toutes ces émissions angoissantes qu'on vous a vendues, Salut, c'est dans l'air, qui mettaient en avant le fait que c'était terrible, c'était la panique complète dans la campagne de Kamala Harris, etc. Alors évidemment, je vous vois venir, je vous connais bien, vous allez dire, mais oui, mais est-ce que les sondages ne se trompent pas à nouveau? Et on va regarder Hillary Anton sur CNN, leur spécialiste data,
qui justement revient sur cette question de est-ce que les sondages ne sous-estiment pas Donald Trump. C'est parti. Again, because that's all we hear about. Oh, Donald Trump's going to outperform his polls. So I went back and checked out whether or not a party outran the polls 3 presidential election cycles in a row in the key battleground states. It's never happened. It's never happened. 0 times since 1972. So if the polls are going to underestimate Donald Trump once again, that would be historically unprecedented. Now, maybe you want to make the argument that Donald Trump himself is historically unprecedented, but what normally happens is the pollsters catch on, hey, we're underestimating, we're not taking into account some part of the electorate. They make adjustments, and I think that helps to explain why we have never seen that the same party has been underestimated 3 times in a row in presidential elections, at least over the last 52 years. And Harry, you're seeing other evidence here that a polling miss, as we'll call it, wouldn't necessarily even benefit Trump as much this time. Yeah, so, if we went back to 2020, right, all the polls, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, those 3 key Great Lake battleground states, they favored Trump by a wide margin, but there was this group of pollsters that actually had Trump out ahead. And indeed, Donald Trump's best polls in 2020 were 8 points better than the poll averages in those states. So there was this idea, this universe, hey, maybe the averages are really underestimating Donald Trump. This time around, the question that I had was, are there still these polls that may indicate that the averages are really underestimating Donald Trump? This time around, there's really not the evidence for it. The best polls for Trump actually only have him running about 3 points ahead of the polling average in the key Great Lake battleground states versus the 8 last time around. So last time around, there was this group of pollsters that said, hey, wait a minute, the polling average may be underestimating Donald Trump. This time around, John, they simply put, do not exist. And one little last thing, I'll note that those polls that really underestimated Donald Trump were still too good for Donald Trump, the polls that indicated that the polling average was underestimating Donald Trump. So I wouldn't be surprised if even this is indicating, hey, wait a minute, these polls that suggest that Trump will do better than the average are actually too good for Trump. Interesting way to look at it. And of course, we talk about 2016, 2020. We have had a big election since then. That's exactly right. So, if the idea is that maybe the pollsters have, in fact, been making adjustments, you might have seen it in 2022. And what do we see in 2022 in Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin? Well, it turns out that the average poll in those states actually underestimated Democrats by 4 points. It underestimated Democrats by 4 points. And I want to apply that to the electoral map, because if it turns out that the polls underestimate Donald Trump, or underestimated the Democrats, like they did in 2022, what happens? Well, Kamala Harris wins a sweep because she wins all these Great Lake battleground states. She wins down in the Southeast, and she wins down in the Southwest, and she gets the 319 electoral votes. The bottom line is this, dear audience and Mr. Berman. I think a lot of folks are sort of counting in that Donald Trump will, in fact, be underestimated by the polls. But when I'm looking at the evidence, I think you got to hold on a second. Maybe that'll happen. Maybe it'll happen. But I think that there are folks who are underestimating the idea that maybe Kamala Harris will be underestimated by the polls. C'est intéressant de voir CNN et ces médias généralistes qui sont en train de se réveiller sur les sondages et qui sont en train en fait de vous expliquer ce que nous, ici, on vous explique depuis des semaines, que Jean-Marc Léger, d'ailleurs, pour celles et ceux qui nous rejoignent, Jean-Marc Léger est le cofondateur de l'Institut de sondage Léger, qui est un des plus grands instituts de sondage en Amérique du Nord, qui est habitué à sonder la politique américaine et qui nous a expliqué il y a bien longtemps, et il a répété en chaque émission, que les compagnies de sondage qui se sont trompées, qui ont sous-estimé Donald Trump pour différentes raisons en 2016 et en 2020, les raisons n'étaient absolument pas les mêmes, ont tellement peur de se tromper une troisième fois, ce qui ne s'est jamais produit, et que donc elles ont, au contraire, elles ont tendance à surestimer Donald Trump, et que donc ils pensent que cette année, il n'y aura pas ce phénomène de sous-estimer Donald Trump, et qu'il est donc désormais à son plafond, entre 46 et 47% des voix. La manière la plus favorable qu'on peut le voir, c'est qu'il va peut-être arriver à peut-être à 48, mais en tout cas, il est à son plafond, et que au-delà de ça, la véritable question, et c'est quelque chose dont on vous a parlé ici plusieurs fois, c'est de se dire que du coup, ce sont les sondages qui sous-estiment
Kamala Harris. Évidemment, il fait référence à ce qui s'est passé en 2012 où il y a eu, soi-disant, cette vague rouge qu'elle est arrivée, toutes ces compagnies de sondage qui sont venues complètement bidonner les agrégateurs de sondage qui sont souvent utilisés. C'est des outils extrêmement intéressants. Évidemment, je les regarde au quotidien. Je suis abonné au service de Nate Silver. Donc vraiment c'est quelque chose qui est intéressant, c'est pas une critique dans l'absolu, mais c'est utilisé par les médias comme si c'était une science exacte, alors que même si vous allez en parler à G. Elliott Morris de 538 ou Silver de Silver Bullet, ils vont vous expliquer que c'est absolument pas une science exacte. Ce n'est absolument pas une science exacte, mais ce sont les médias qui transforment ça en science exacte, en espèce de religion, en disant bah tiens, si les agrégateurs de sondage disent ça, c'est que la vérité, elle est là. Non, c'est juste un outil, c'est juste un élément. Et donc, ce que démontre Harry Enten sur CNN, mieux vaut tard que jamais, c'est de dire, mais en fait, si on se base aux chiffres de 2022, et moi je vais même plus loin, je vous dis, si on se base aux chiffres des élections intermédiaires de 2023, les sondages actuellement sont en dessous de la vérité pour Kamala Harris de 2 à 3 points. Et si on rajoute à sa moyenne par État, on voyait le Michigan tout à l'heure qui a du plus 2, on se dit bah non, dans la réalité elle est à plus 4, et qu'on rajoute cette règle dans tous les autres États clés, elle remporte les 7 États clés. Qui nous renvoie à la première, tu te rends compte Thomas, à la première carte du baromètre de la chute il y a environ 8 mois, 1 an, je ne me rappelle plus quand on a lancé le baromètre, et donc où elle remporterait... Ouais, ça je crois, parce que je me disais tout le long, je me souviens de l'émission qu'on a fait sur l'élection du président Reagan, de cette carte, on disait que ça aurait pu être la carte catastrophique pour Trump, si Kamala Harris arrive à prendre pas juste les swing states qui lui donnent la victoire, donc le Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, mais qu'en plus elle passe par la Caroline du Nord, la Géorgie, et qu'elle suit, comme disait Harry Enten, Arizona et Nevada, et donc de voir ça sur CNN maintenant à 7 jours de l'élection, on va dire que ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. En tout cas, voilà. C'était tout ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui sur les données, sur les sondages, sur le early vote. C'est quelque chose qu'on va essayer dans la mesure du possible. Je ne sais pas si on va le faire demain parce qu'on a une émission colossale sur le mouvement Dark MAGA et avec notre invité Olivier Manoni. Donc je ne suis pas certain que ça sera possible, mais on va essayer de vous le faire. Peut-être on en fera un minimum, un petit point comme ça dans Maintenant Matin, mais de tous les jours vous donner les éléments pour que vous ayez un meilleur aperçu de où nous en sommes dans cette élection. Nous sommes donc à 7 jours. On fait une petite pause et puis on se retrouve tout de suite.